beaucoup, Benjamin. Ah, j'ai compris. Enregistrement en cours. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Quelques petits mots. Je pense que je vais essayer de parler de façon relativement brève pour qu'on puisse échanger. C'est ça qui m'intéresse. Partager vos questions, vos interrogations, votre regard et qu'on puisse confronter ces regards. C'est ça qui me semble important dans la période. Donc, je vais essayer de m'en tenir à 10-15 minutes max, qu'on ait après du temps pour les questions. En préambule, peut-être dire que ma candidature, elle a émergé sur la scène nationale en juin dernier et en pratique, elle est ancrée dans ma tête depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Parce que quand je me suis engagé, je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais sans doute maintenant un petit peu, et puis j'ai eu l'occasion de vous accueillir à Grenoble il y a 3 ans, c'était presque jour pour jour, c'était fin juin, début juillet, ça va être le week-end du 30 juin, 1er juillet 2018, et c'est d'ailleurs aussi le bon anniversaire, puisque c'est presque vos 4 ans, avec quelques jours de retard. Donc oui, ça part de loin. Pourquoi ? Parce que quand je me suis engagé moi dans l'écologie politique en novembre 2009, j'étais pas militant avant, pas militant politique, j'avais jamais eu de carte dans aucun parti, j'étais même proche d'aucun parti. J'ai envoyé, quand je me suis porté candidat, je ne connaissais à Grenoble comme écolo que Raymond Havrier parce que lutte contre la corruption et Olivier Bertrand parce qu'il avait battu au cantonal. C'était le premier écologiste en 2004 à battre un vice-président socialiste du conseil départemental et que ça avait fait un peu de bruit à Grenoble, mais c'est à peu près tout. Donc quand je me suis engagé parce que, de mon point de vue, l'écologie était en capacité de fédérer ce que j'ai appelé un arc humaniste. Pourquoi arc humaniste ? Parce qu'il y a, de mon point de vue, depuis 40 ans, un monde néolibéral qui a démarré peut-être aux US, en Angleterre, qui s'est propagé partout, qui a mis à genoux l'équipe de Mitterrand en 83. J'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de ministres de cette époque-là, dont récemment encore Jean Auroux, le ministre du Travail de l'époque, qui est encore extrêmement vif et qui partage encore énormément son expérience. Et aussi parce que la gauche a fait des concessions. Elle avait fait des concessions au productivisme d'abord, et donc avec les conséquences que l'on mesure sur l'environnement, mais elle a fait des concessions après également au néolibéralisme, finalement en évoluant pour ne gérer que les miettes, essayer de minimiser les conséquences négatives de ce modèle néolibéral. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est en marche partout dans le monde depuis 40 ans. Et face à cette réponse néolibérale, une sorte de loi de la jungle, il y a une réponse identitaire qui, grosso modo, associe ce néolibéralisme à la mondialisation, etc. Et donc dit, nous, on va vous protéger, on va purger, faire des murs, etc. Réponse d'extrême droite réactionnaire qui a pris énormément de force ici. Et à côté de cela, il y a une réponse humaniste qui part du principe que les hommes ne sont pas que des homo economicus, et que nos aspirations sont plus profondes que cela. Donc c'est cette vision-là que je venais porter dans la sphère politique, en disant du coup, il ne faut plus que les écologistes qui étaient reconnus pour leur sens de l'intérêt général, pour leurs compétences, pour leur appui sur la science, il ne faut plus qu'ils soient lanceurs d'alerte ou contre-pouvoir, il faut qu'ils accèdent au pouvoir. C'est à ça que j'ai travaillé en 2014. À l'échelle locale, ça a fonctionné. C'était la première fois, ça a fait du bruit. Et c'est comme Macron a gagné en 2017, pour moi, ça a ouvert une fenêtre à l'échelle nationale, puisque du coup, ce bipartisme qui avait le néolibéralisme un peu honteux, à la fois LR et PS, s'est effondré, et donc ça a ouvert le champ pour pouvoir fédérer à nouveau cet arc humaniste à l'échelle nationale. Et donc j'ai commencé à travailler pour cela avec une congruence, on va dire, de vision par rapport à ce que vous portez, à la fois sur le fond. Là, je ne sais pas si je vais exposer, mais très rapidement en 4 points. Dire que je pense que pour avancer, il nous faut aujourd'hui, il y a des prérequis qui sont mettre un couvercle, donc attaquer fortement les puissances de l'argent, les puissances de l'impunité, les puissances de la rente,
de situation. Ça, c'est un préalable, parce que ces attaques-là, qui passent par les multinationales, qui passent par la suppression de l'ISF, la flat tax, qui passent par tout ça, hein, les versements de dividendes. Ça, c'est négatif, extrêmement négatif, à la fois pour l'environnement et pour les inégalités sociales. Donc, il faut leur mettre un gros taquet sur la tête. Et puis, l'autre dimension, c'est le déverrouillage démocratique. Et c'est pour ça que j'ai proposé de faire un référendum dès mon élection pour déverrouiller sur 5 points, le climat, la séparation de la justice et de l'exécutif. J'ai suivi les travaux de Sophie autour de l'indépendance de l'IGPN, par exemple, avec la proportionnelle à l'Assemblée, avec la suppression de l'article 13 et 16 qui donne les pleins pouvoirs au président potentiellement et qui fait qu'il nomme seul aux emplois civils et militaires, et puis avec l'introduction du référendum d'initiative citoyenne. Donc voilà, taxer la rente fortement, déverrouiller la démocratie pour permettre de mettre notre projet de transition environnementale et sociale. Pour moi, l'écologie est environnementale, sociale et démocratique. Elle a 3 objectifs: garantir des sécurités pas que physiques, de mobilité, d'alliés alimentaires, d'éducation, de santé, de logement, chérir les biens communs et le vivant, c'est le deuxième pôle, autour de tout ce qu'on fait, notamment les mouvements municipalistes autour de la gestion des biens communs, et nourrir le désir de sens, parce que je ne crois pas que nous puissions mettre la société en mouvement en insistant sur le sentiment d'urgence. Et pour cela, je suis totalement en phase avec la campagne de Benoît Hamon en 2017, qui était « Faire battre le cœur de la France ». C'est aussi l'objet de mon livre là, qui est sorti, qui s'appelle « De l'espoir ». C'était déjà, il y a 2 ans, mon premier livre, c'était « Grandir ensemble, réveiller l'espoir ». Je suis fondamentalement convaincu que faire battre le cœur de la France, c'est ça qui peut nous permettre d'avancer, plutôt que d'insister sur l'urgence, le fait qu'on n'a plus que 5 ans, 10 ans, etc. etc. Voilà, grosso modo, la vision. On pourra en reparler sur des points particuliers, j'imagine des points qui vous intéressent, tout en particulier comme le revenu universel d'existence. Deuxième chose, il faut une méthode. Cette méthode, c'est pour moi le travail collectif. Ce travail collectif, il passe par ce que nous avons fait et réussi à Grenoble, rassembler l'ensemble des forces de gauche et écologistes avec des mouvements citoyens militants, et il y en a un paquet. On passe de MeToo aux Gilets jaunes, à Black Lives Matter, aux marches climat. Nous avons besoin de cela dans ce combat culturel. C'est un combat culturel, donc il faut bien s'appuyer là-dessus. Et puis ne pas oublier aussi qu'après l'élection, si nous ne sommes pas solidement ancrés dans les mouvements sociaux et les forces syndicales, nous serons là aussi cornérisés extrêmement vite, comme l'avait été Mitterrand en 83, et avec des forces de l'argent encore plus puissantes. Donc, nous devons vraiment travailler à cette triple alliance, formation politique, mouvements sociaux et syndicats. Donc, cette méthode, elle passe aussi par, dans cette phase de campagne, comme je l'ai toujours porté, il faut que ça dépasse les organisations politiques. Donc, ça veut dire que je vois ça un peu comme dans cette phase amont qui va nous mener à la présidentielle, comme une fédération qui permet aussi d'avoir des gens qui adhèrent directement à la démarche sans passer par un parti politique, sans avoir à ou bien s'inscrire à EELV, ou bien s'inscrire à Génération, ou bien s'inscrire dans d'autres formations du mouvement écolo. Donc, les gens ont besoin, un peu comme dans la vie associative quand elle se forge des collectifs, ils ont besoin de pouvoir directement adhérer au collectif, directement adhérer au projet. Donc ça, c'est pour moi structurel, c'est ce que je porte depuis toujours comme vision de l'organisation politique, et ça nous permettra, après la présidentielle, après avoir gagné ensemble, travailler ensemble, ça nous permettra à ce moment-là de voir comment on peut créer un mouvement qui fédère tout ce travail qui a été fait. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va en 2 étapes. Cette méthode, elle s'appuie aussi sur le fait que je ne crois pas du tout à l'homme ou la femme présidentielle. Donc je pense qu'on va aller vers, ce que je disais hier dans mon discours, un candidat, une équipe, mais derrière aussi un président, une équipe. Et cette articulation-là, elle est ancrée en moi, à la fois dans mon parcours professionnel, politique, j'ai toujours été là-dedans,
Ça me semble important. Et peut-être ça fait le point avec la troisième dimension. C'est pourquoi est-ce que je me lance là-dedans, au-delà de l'analyse politique que je partageais tout à l'heure. C'est que je pense que pour fédérer cet arc humaniste, je suis aujourd'hui la bonne personne parce que j'ai à la fois cette expérience professionnelle, cette expérience de la victoire, qui n'est pas anodine pour moi. C'est qu'il y a plein de gens qui ont fait des très belles campagnes, mais l'expérience de la victoire, ça veut dire qu'on a trouvé des choses, des façons de faire, des façons d'être qui génèrent cela. L'exercice du pouvoir qui a été largement confirmé, puisque à Grenoble, nous sommes les seuls sortants parmi les 25 premières villes de France à avoir gagné des voix. On a gagné 30% de voix. Je ne dis pas des pourcentages, je dis bien des voix. 30% de voix entre 2014 et 2020, là où dans les 25 plus grandes villes de France, tous les sortants ont perdu des voix, tous sans exception, et la majorité ont perdu plus de 30% de leurs voix. Donc ça montre que aussi nous sommes en capacité, en fait, dans tous les territoires, de générer de l'aspiration politique. Donc voilà un petit peu le schéma. Dans un cadre sociétal, je pense que c'est important aussi d'en dire un mot vu la période, puisque là on a vraiment un néolibéralisme qui essaye de brouiller toutes les valeurs. On l'a vu avec l'OPA sur la gauche en 2017, l'OPA sur la droite en 2019, et puis là une double OPA. D'un côté tente avec les écolos, et de l'autre côté clairement un brouillage des valeurs avec le RN. Ce mouvement néolibéral va être de plus en plus sécuritaire, de plus en plus violent, parce qu'il fait de moins en moins de gagnants. Le RN rôde, et que la porosité entre toute une tranche des LR et le RN est de plus en plus visible. On l'a vu en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, on le voit avec des transfuges comme Mariani. Et donc, clairement, le risque RN, pour moi, est là. Ce n'est pas juste une théorie, un truc qu'on agite pour faire du vote utile. Il y a, dans l'histoire, de toute façon, l'extrême droite arrive au pouvoir par les urnes. Et donc, nous devons être vigilants par rapport à cela. Et ça renforce notre responsabilité. Et c'est ce qu'on a fait, ce que tu as fait, Benjamin, dans les Hauts-de-France. En luttant, cette lutte contre l'extrême droite, elle passe par une responsabilité, une question de dignité qui est extrêmement forte, et il faut inlassablement lutter contre cela, lutter aussi en étant ferme sur les valeurs, et je m'arrêterai là, parce que dans ce brouillage des valeurs, si on commence à glisser, on ne sait pas où on va. Et donc moi là-dessus, je suis solide. Vous pouvez regarder mon interview chez LCI jeudi, qui est dans le Périscope, là où j'ai été à nouveau titillé là-dessus. J'étais le premier élu à soutenir Ali Rabé quand il a été attaqué il y a quelques mois de cela. Partout, je soutiens parce que je crois que nous devons marquer une colonne vertébrale là qui est intangible et qui, je pense, sur le long terme en plus, est nécessaire pour que tous les Françaises et les Français là, qui sont en train de glisser avec, on a l'impression que toute la France glisse à droite, en pratique, moi je crois qu'ils peuvent revenir très rapidement vers nous, mais ils peuvent revenir vers nous si on maintient le cap, même dans les temps de tempête, même quand c'est secoué, comme on le fait depuis l'été dernier, avec le choix qui a été fait par le gouvernement, évidemment par les LR et le RN, mais c'est plus normal. Donc voilà un peu ce que je propose. La façon dont je propose, et j'ai de l'énergie, de l'enthousiasme, j'ai travaillé à cela, je me suis préparé psychologiquement, physiquement, intellectuellement, collectivement aussi, et donc voilà, c'est peut-être là-dessus que je voulais terminer, parce que quand j'ai pointé le bout de mon nez l'été dernier, certains disaient pourquoi, d'où ça sort. En fait, c'est ancré depuis longtemps, mais j'avance étape par étape. Et donc, jusqu'à cette semaine, je n'étais pas candidat parce que ma valeur ajoutée dans la période, c'était de montrer que l'écologie au pouvoir, ça marche et ça regagne. Et ça me semblait être le message important. Donc, j'avance méthodiquement. Voilà. Merci beaucoup, Éric. Jean-Luc, première question, puis Carmen se prépare. Oui, Jean-Luc de Paris. Bonjour, Éric. Merci pour… ma question, elle est un peu plus tactique que de fond. La désignation pour cette primaire sera effective mettons, fin septembre, début octobre. On saura qui est désigné. Si c'est toi qui es désigné, il n'ignore pas évidemment l'échiquier à gauche.
Mélenchon d'un côté, probablement Hidalgo de l'autre. Dans certaines de tes interventions ou radio, tu laisses entendre que tu es probablement le mieux positionné pour faire la synthèse et pour, comment dire, permettre aux autres de s'effacer tout en gardant une certaine dignité, entre guillemets, euh, et plus que les autres candidats, en tout cas à cette primaire. Euh, Comment tu vois la séquence comment tu vois la séquence entre le moment où tu seras désigné et le moment où effectivement, pour être le candidat ensuite de la gauche, de toute la gauche écologique et sociale à la présidentielle, il faudra effectivement faire que les autres s'effacent. Et comment tu vois ça? Ouais. C'est pas une question de tactique, hein, c'est une question de fond en fait aussi. Et moi, on a besoin de mélanger la vision, la stratégie et les traductions concrètes. Je suis effectivement convaincu que je suis le seul à être en capacité de faire cela. Pourquoi? D'abord parce que j'ai la détermination profonde d'y aller pour gagner, qu'on est dans une période de marasme général. Là, tous les gens que je croise disent que c'est perdu, qu'on prépare 2027. Moi, je vous le redis, hein, pour ceux qui, parmi vous, sont dans cet état d'esprit-là, qui est l'immense majorité des gens que je croise. On était encore jeudi soir avec la primaire populaire. On avait l'impression que tout le monde était complètement abattu et commençait à préparer 2027. Je crois que la période est une période de forte insécurité, de forte angoisse. Donc, les gens sont extrêmement versatiles et tout peut bouger très rapidement. Donc, moi, je pense que le paysage politique, en pratique, ces mécaniques n'ont pas changé par rapport à l'analyse qu'on pouvait en faire il y a 1 an, il y a 3 ans. Hein, et il y a vraiment cette possibilité-là. Et quand j'ai décidé que j'allais m'engager là-dedans parce que en 2017, hein, pourquoi je fais ça? Parce que je me dis que si je regagne en 2022, eh ben, forcément, j'aurai un rôle à jouer. Donc, je me suis investi à plein. Dans cette préparation, parce qu'on ne peut pas y aller comme ça sur un coup de tête. Le choix que j'ai fait, c'est de nourrir aussi des relations personnelles avec tout le monde. Pourquoi? Parce que la période qui arrive va être une période de grande tension et que la seule chose qui va nous rapprocher à un moment, c'est les liens personnels, parce que les gens se seront connus, ils sauront qui est fiable et qui ne l'est pas, qui est constant dans le temps et qui bouge en fonction de l'environnement et du terrain, qui a un caractère collectif ou isolé, qui est capable de faire des coups et qui pas, etc., etc. Donc, effectivement, depuis tout ce temps, je suis très proche de Mathieu Orphelin, mais je suis aussi très proche de Clémentine Autain, de François Ruffin, de Guillaume Balas chez vous, de Benoît que je croise, et puis aux dirigeants actuels, évidemment, de Anne Hidalgo, d'Olivier Faure. Olivier Faure, il m'écrivait hier, il était en train de lire mon bouquin, dans la période où on a l'impression que tout explose entre le PS et l'ELV. Voilà, ça montre aussi que ces relations, petit à petit, elles ont un impact, parce que les gens, ils savent sur quoi s'appuyer. Donc, moi, je suis convaincu que cette union de la gauche et des écologistes, elle est encore possible. Et je suis peut-être le dernier à ne pas avoir abdiqué, mais clairement, j'y crois, j'en suis convaincu, parce que je pense que Jean-Luc, j'ai discuté avec lui l'été dernier. Jean-Luc, évidemment, il prend ses décisions seul, hein, dans sa relation à la France, au projet, etc. Donc, je ne le mettrai jamais dans une seringue comme ça a pu être fait ces derniers mois. Je pense qu'il faut le respecter par son histoire et par sa surface et ses capacités aussi. J'aime bien discuter avec lui pour cette richesse intellectuelle extrêmement forte. Lui, il regardera ce qu'il fera à l'automne, mais je sais aussi que dans la France insoumise, il y en a plein qui, s'ils voient qu'il y a un espace de victoire, ils seront en capacité de bouger. Voilà. Et je ne vois pas, pour faire simple, je ne vois pas comment on peut retrouver un désir de socialisme en France. C'est un peu dur, un peu vache ce que je dis, mais c'est-à-dire que là où il y a des sortants, les gens regardent, tiens, celui-là quand même, il marche pas mal, et donc ils sont prêts à reconduire le sortant. Là où il n'y a pas de sortant, ils disparaissent dans le flux. C'est aussi une des leçons des régionales. C'est qu'il n'y a pas de désir de socialisme, de parti socialiste quelque part en France, hein, et c'est pour ça qu'ils ont été derrière dans les endroits où ils n'étaient pas sortants. Voilà. Donc après, il faudra trouver la façon de faire, tu l'as dit, hein. Ce qui est important, c'est que tout le monde sorte dans la dignité et le respect de chacun.
On a de l'histoire en plus de chacun de ces mouvements. On a aussi besoin des gens qui ont été séduits par Macron en 2017 parce que nouveauté, parce que opportunité personnelle, parce que je sais pas, et qui en sont revenus parce que cela, ils donnent aussi dans la société, ils donnent un message parce qu'il y a énormément de Français qui ont fait ça et donc envoyer des petits messagers qui disent nous avons fait ça comme vous, mais on est déçus comme vous et d'ailleurs on fait un autre choix maintenant, donc faites le même. C'est extrêmement important. Et donc, on va continuer. Donc, le format, on ne sait pas encore ce que ce sera. Si ça se passe mal, ça va être une guerre de sondage. Et il faut y être prêt. Et j'y suis prêt. Si ça se passe bien, ça va être ou bien la primaire populaire, si elle arrive à avoir 2 millions de signatures. Et moi, je leur ai dit dès l'automne dernier, j'aurais fixé quelles étaient les conditions pour moi. Il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit là, avec son micro. Ouais, si tout le monde peut couper son micro. Ouais, merci. Donc, il faut 2 millions de signatures. Pourquoi? Parce que sinon, on a quand même aujourd'hui, la France insoumise, c'est encore 500 000 personnes qui sont capables de se mobiliser en l'espace de quelques jours et aujourd'hui, je ne vois personne dans le paysage politique qui est prêt à aller dans une primaire populaire dont Jean-Luc serait vainqueur et tout le monde se dirait bon, ok, on va derrière Jean-Luc. En sachant que du coup on va perdre parce que je crois que personne ne croit que Jean-Luc Mélenchon peut gagner la présidentielle. Et il y en a qui sont stressés par le fait que les sondages de deuxième tour sont plutôt inquiétants si c'était le cas, s'il était au deuxième tour. Donc ça, c'est une condition pour moi. Et donc ça, c'est leur travail. Je continue à travailler avec eux et les appuyer. J'avais proposé à Olivier Faure, à Julien Bayou et à la primaire populaire à l'automne dernier qu'une autre solution pour que tout le monde sorte dignement et par le haut serait de réunir une sorte de comité des sages un peu élargi qui auditionne les candidats et qui disent voilà, celui qui est le plus adapté, celui ou celle qui est le plus adapté à la période, c'est celui-là. Donc voilà, c'est le choix qu'on fait. Ça peut être une solution. Évidemment, si ça n'a pas été travaillé en amont, ça devient de plus en plus réduit. Une dernière solution serait qu'il y ait un accord politique autour de la présidence, les législatives, quelques éléments, un gros socle de projet et une réforme institutionnelle. Donc ça, il faut continuer à garder sur la table, même si pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, mais tout reste encore ouvert. En tout cas, moi, je suis convaincu qu'il y a toujours cet espace pour rassembler tout cet espace, tout cet arc humaniste. Merci Eric. Carmen, puis Romain. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Eric, merci d'avoir accepté de venir t'exprimer devant le collectif national de Génération ce matin. Tu as dit quelques mots au tout début de ton intervention, quelques mots de fiscalité. Peut-être peux-tu nous préciser un petit peu les idées que tu as sur une refonte de la fiscalité. Je voudrais aussi que tu puisses t'exprimer sur le modèle économique que tu entrevois, celui de ton projet et l'emploi. Quelle place pour l'emploi dans ton projet et quels emplois, quel type d'emploi? Merci. Alors, les questions, modèle économique, emploi, et la première, c'était fiscalité. Sur la fiscalité. La fiscalité, il y a 2 dimensions dans la fiscalité. Il y a une dimension qui est une dimension de redistributive, et donc là, peut-être on pourra parler tout à l'heure à un moment du revenu minimum garanti que nous proposons et qui est une étape vers le revenu universel d'existence. Et puis, il y a une dimension qui relève plus de ce que j'évoquais au début, de comment attaquer la rente et la spéculation, les rentes de situation, et en fait se servir de cela, non seulement pour contenir ces forces qui continuent de détruire la planète et les humains, mais aussi financer la transition. Donc là-dessus, on a bossé avec, on atterrit sur des choses qui sont avec, par exemple, l'ISF climat, qui a été porté et cadré par Greenpeace, avec les impôts de dernier ressort. Donc ça, on a bossé ça avec Gabriel Zucman. Donc ça me semble extrêmement important aussi. Et ça va d'ailleurs un peu dans le sens de ce qu'a commencé à pousser Joe Biden à
à l'échelon international, avec aussi un taux marginal d'imposition qui soit extrêmement élevé, aux alentours de 60-70%, parce que je pense que cet impact-là des très hauts revenus entretient cette espèce de cupidité infinie. C'était Stiglitz qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le triomphe de la cupidité ». Moi, j'ai connu ça dans les entreprises. J'ai été cadre dirigeant dans des multinationales. Et donc, j'ai vu cette évolution entre 96, le début de ma carrière, et 2014, quand j'ai arrêté de travailler. J'ai vraiment vu cette évolution et ces phases d'explosion des salaires qui ont des conséquences fortes. Il y a eu tout un mouvement de délocalisation qui était clairement issu du fait que c'était à la mode dans les entreprises. Ça faisait monter l'actionnariat, ça faisait monter les salaires de façon très forte des dirigeants et sur plusieurs niveaux, pas que le patron du CAC 40, mais aussi CN-1, CN-2, CN-3. Et tout ça, ça entretient en fait quelque chose qui est malsain. Donc, il faut lutter contre ça de façon radicale. Voilà. Sur le modèle économique, la question est un peu vague, mais peut-être que je vais prendre dans l'autre sens. À partir de l'emploi, moi, mes premières actions militantes, je me suis engagé d'abord autour de l'éducation populaire. Donc, ça, c'était quand j'étais dès le lycée, parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur, éveiller la curiosité, des aspirations, le goût de la connaissance, de l'émancipation. Et après, quand j'étais en école d'ingé, j'ai organisé un des premiers débats en France sur la réduction du temps de travail et la semaine de 4 jours. C'était en 1993 avec Pierre Larouturou, et j'ai été dans les associations avec Pierre Larouturou de 93 à 2002. Quand il est rentré au PS, on a dissous l'association et on s'est éparpillés chacun dans d'autres réseaux militants, parce que moi, je ne me voyais pas du tout faire de politique. Mais donc, je pense que la question du travail est centrale. Elle est centrale, c'est à la fois pour ta capacité de contribution, mais également quand je disais tout à l'heure, garantir des sécurités, chérir les biens communs et le vivant et nourrir le désir de sens, c'est aussi par le travail que, en pratique, tu as une reconnaissance sociale, à la fois de toi vers toi, mais également de la société vers toi. Et donc, cette appartenance à la communauté, pour moi, elle est nécessaire. Donc, la question du travail est centrale. Après, elle peut prendre différentes formes. Tu as le travail salarié, tu peux avoir du travail, d'autres formes de travaux qui soient valorisés. Ils seront d'autant plus valorisés qu'on arrive vers un revenu universel d'existence, parce qu'on peut déconnecter un peu plus ces moyens de subsistance avec la question du travail salarié, mais c'est essentiel pour moi. Voilà. Sur l'économie, qu'est-ce que je peux te dire ? Bon, je ne suis pas pour une économie dirigiste, mais qu'il est aujourd'hui. Moi, je crois à une économie qui est mixte, avec des secteurs qui sont clairement gérés par le public, du régalien évidemment, mais pas que. Toute l'activité des biens communs et de réseau, pour moi, doit être gérée dans l'action publique. C'est pour ça qu'à Grenoble, non seulement on gère l'eau en action publique, mais aussi le chauffage urbain, le gaz et l'électricité avec une société dont on est actionnaire majoritaire, mais également on a repris le contrôle des parkings qui étaient sous-traités à EFIA et Indigo. On les a remis également dans une société d'économie mixte. Bon, je crois que nous avons besoin de gérer les biens communs. Je crois que sur le numérique, c'est un truc qui me scandalise. La privatisation des réseaux du numérique, pour moi, les réseaux du numérique, ils doivent être publics. Toutes les infrastructures de réseau, en fait, doivent être publiques. Voilà. Et après, je suis convaincu que l'initiative individuelle, donc l'entrepreneuriat qui soit associatif, je ne distingue pas l'entrepreneuriat associatif que l'entrepreneuriat via une entreprise. On entreprend des actions. C'est une étymologie même, et on peut faire ou bien une société anonyme ou bien une association en fonction de quel est l'objet, quel est le but. Est-ce que c'est une activité qui est tournée vers l'intérêt général, qui est tournée vers un marché particulier, quelle utilité sociale? Et je crois là aussi que nous avons, nous, puissance publique, un travail de régulation à faire qui permet en fait d'intégrer les externalités négatives et positives dans l'entreprise. C'est les travaux qui sont menés en ce moment et que je suis avec intérêt, c'est comment dans les rapports financiers, les financial disclosures, qui sont les organisations qui traitent de comment les entreprises doivent rendre public leurs chiffres, comment on intègre la question du climat et la question du carbone dans la compta. Et en
fait, dans les comptes de résultats, dans les bilans. Là, c'est des travaux, moi, qui m'intéressent parce qu'en fait, ça factorise à l'intérieur de l'activité de l'entreprise les externalités négatives et positives. Négatives dans le cas de cette compta, mais positives. On a le même problème quand on pense au développement du commerce dans des quartiers populaires ou dans un village. En pratique, l'externalité positive du commerce, que ce soit dans un village ou dans un quartier populaire, eh ben, il ne se retrouve pas dans le chiffre d'affaires direct du commerçant. Et donc, là aussi, on doit trouver le moyen d'intégrer cette externalité positive dans le revenu du commerçant. Voilà, je ne sais pas si ça répond, mais ça répond en quelques lignes. Après, je viens du privé, hein, donc c'est sûr que j'ai aussi cette culture et je viens du monde associatif. Hein, donc, dans les deux, dans le privé et dans le monde associatif, l'initiative individuelle et collective, pour moi, elle est importante. Hein. Les hommes sont mus aussi. J'aime bien René Girard, donc je pense qu'on n'est pas que dans des trucs uniquement collectifs. Hein. Les humains sont un mélange d'individus et de membres constituants de communautés, et il faut qu'on arrive à articuler ces deux. Merci beaucoup. Romain Géanin, c'est à toi. Oui, merci. Bonjour Eric, merci pour ta démarche et ta présentation. Moi, j'ai des questions sur l'aspect programmatique, notamment. Alors, d'abord, en cas de désignation, en cas de victoire de ta part à la primaire, quid sur le plan de l'élaboration du projet des écologistes? Je m'explique, hein, on a un premier projet du pôle écologiste qui existe aujourd'hui, mais qui mérite, à mon sens, d'être développé, précisé, pour véritablement être à la hauteur des enjeux. Comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu penses organiser des ateliers, par exemple, programmatiques, thématiques, pour préciser et développer ce projet ou pas? Voilà, je suis intéressé d'avoir ton retour sur ce point-là. Petite question également sur le droit du travail, sur des sujets très centrés, le sujet de la retraite, notamment. Comment, là aussi, est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu es pour le maintien de l'âge légal de départ à 62 ans, comme c'est le cas aujourd'hui dans le premier projet du pôle écolo tel que j'ai pu le lire, ou est-ce que tu es plutôt, comme c'est mon cas d'ailleurs, pour l'abaissement de la durée, enfin de l'âge de départ à 60 ans? Autre question sur les licenciements économiques et la lutte contre les délocalisations. Comment est-ce que tu vois les choses sur ce point? Je pense que c'est extrêmement important parce que c'est un impensé de la gauche depuis 40 ans et il est urgent qu'on arrive à répondre à ce type de questions-là si on veut véritablement lutter contre l'extrême droite. Enfin, dernière question sur le temps de travail, mais tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu es, comme je le pense, pour l'abaissement de la durée hebdomadaire à 32 heures? Merci. OK. Bon, dernière question. J'ai été un des premiers militants de la semaine de 4 jours, donc dès 93. Donc là-dessus, je n'ai pas changé d'avis. Je crois en pratique qu'on a à peu près divisé par 2 le temps de travail entre 1900 et 1980. Et puis depuis, ça flotte légèrement. Il y a même des moments où ça remonte légèrement. Et donc là, on a, si on prend de façon très, très macro, mais c'est aussi intéressant de façon micro, mais très macro, le nombre d'heures travaillées en France a baissé de façon continue jusqu'en 96. Donc, on est tombé à peu près à 38 milliards d'heures travaillées depuis 45. Donc, c'était un choc très fort avec en plus une montée de la population active, donc, ce qui a aussi généré ce déséquilibre et qui a donné la main au capital, qui a gagné 10 points dans l'évolution du partage de la valeur ajoutée. Le capital a gagné 10 points. Donc, c'est absolument majeur comme évolution, en fait. Et comme en plus, dans la part qui va au salaire, la part du logement a quasiment doublé, on a vraiment une pression sur le niveau de vie et sur les inégalités sociales. En dessous des 42 milliards d'heures, donc on a remonté de même pas 10%, mais on remonte moins vite que la population active. Le fossé continue d'ouvrir. Le taux de renouvellement de nos équipements doit normalement baisser, en tout cas sur les gros équipements. Après, on peut toujours avoir des nouvelles technologies qui arrivent, mais est-ce qu'elles sont toutes utiles? 2, toutes pertinentes pour la planète? Et 3, de toute façon, elles ne remplacent pas les grosses phases d'équipement qu'on a eues après-guerre. Donc, de fait, je pense qu'il faut continuer à baisser le temps de travail pour permettre, c'est la question précédente, que chacun puisse être contributeur de la société. Ça me semble essentiel.
Sur la retraite, moi, je ne suis pas, ça va en lien, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas pour l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans. Donc là, c'est plutôt un désaccord avec ce que tu proposais. Je crois au contraire qu'on doit intégrer maintenant, l'enjeu pour moi n'est pas d'abaisser l'âge de la retraite, l'enjeu est d'intégrer des périodes de formation professionnelle tout au long de la vie qui permettent aux gens, de rester à la page, de changer de métier. Et puis, on sait que notre monde va changer de besoin très radicalement dans les 20 ans à venir. Et donc, nous allons avoir besoin de mutations de compétences extrêmement fortes. Donc, mon but aujourd'hui, c'est la réduction de temps de travail tout au long de la vie. Et elle passe plutôt par la formation continue plutôt que par l'abaissement de l'âge légal. Les questions de réforme des retraites, aujourd'hui, pour moi, on les aborde de façon totalement du taux de chômage. Donc, elles sont totalement aberrantes puisqu'en fait, on ne peut que appauvrir les plus fragiles puisqu'on n'intègre pas le fait qu'en allongeant les durées de cotisation ou l'âge de la retraite ou quoi que ce soit, en fait, on va allonger les périodes de creux dans la carrière si on ne change pas l'organisation du travail elle-même. Sur les délocalisations, j'imagine ta question, est-ce qu'on remet sous tutelle et sous autorisation les licenciements? Je ne crois pas qu'il faille le faire. Je ne crois pas que ce soit efficace et je trouve qu'on a aussi en permanence besoin de lutter contre une forme de bureaucratie. C'est vrai dans le public, c'était vrai dans le privé. Je luttais aussi contre la bureaucratie. Dans n'importe quelle organisation humaine se développe de la bureaucratie. Et je crois là aussi qu'il faut factoriser, de même que pour les résultats financiers, il faut qu'on arrive à factoriser à l'intérieur qu'on ait des niveaux de taxes et de prélèvements qui dépendent de l'évolution de l'emploi, qui dépendent de la qualité des contrats qui sont faits. C'est plutôt là-dessus que je m'oriente, en tout cas pour bouger. Et puis j'ai vécu ça de l'intérieur, puisque vous le savez peut-être certains d'entre vous, mais j'ai été licencié d'HP pour avoir refusé un plan de délégation de grosso modo mes équipes d'Europe de l'Ouest vers l'Europe de l'Est et l'Asie. Donc, je sais aussi que dans l'entreprise, ces évolutions-là sont des effets de mode et qu'il nous faut trouver les incitations qui font que la mode se retourne. Et dans mon organisation, moi, qui était très large, sur 120 pays d'Europe, Moyen-Orient et d'Afrique, on avait relocalisé énormément d'activités en baissant les émissions de CO2, en améliorant le service, mais c'était un combat politique aussi à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il faut plutôt travailler sur ces formes-là. Le projet, donc il y a effectivement un projet avec des contributions qui ont été faites jusqu'au 12 juin, qui est en train d'être travaillé pour être présenté aux journées d'été. Derrière, il sera forcément porté un peu différemment en fonction de qui l'incarne, d'une part, donc on n'insistera pas sur la même chose, et d'autre part, nous aurons des phases, je suis très proche aussi de Plus jamais ça et du pacte du pouvoir de vivre, plus de Plus jamais ça, mais bon, on travaille, ils produisent des choses intéressantes. Là, la FNH, avec la CFDT, vient de sortir un plan de transition de l'industrie automobile avant-hier, qui est intéressant. Donc, je crois qu'on doit continuer à travailler, notamment avec la société civile, et que sur le plan politique, il faudra aussi s'aligner sur le rythme auquel on arrive à converger avec l'arc humaniste dont je parlais tout à l'heure. Je crois que j'ai balayé à peu près les questions. Merci. Capucine. Bonjour Eric, depuis Marseille. Salut. Salut. Alors, tu disais tout à l'heure que entre 2014 et 2020, tu avais augmenté le nombre de voix qui s'étaient portées sur ta candidature. On sait que l'abstention est un enjeu majeur pour l'élection qui va venir. Est-ce que tu as des idées sur la manière de ramener un certain nombre d'électeurs au vote, et notamment pour voter pour la gauche et l'écologie, puisque j'ai bien entendu aussi que tu croyais fermement qu'on pouvait encore avoir une candidature unique pour l'élection présidentielle. Voilà, ça me paraît effectivement, et on est tous là-dessus alignés, un enjeu absolument fondamental. On ne peut pas se permettre pour notre pays de partir divisé, puisqu'on a besoin de gagner en 2022. Voilà, donc comment raccrocher les électeurs au vote?
J'ai perdu la fin de Bon, en résumé, ta question, mais bon, si c'était là. Tu l'as entendu en substance, voilà. Okay. Merci. Oui, je crois qu'on a une responsabilité nouvelle par rapport à ça. Jusqu'à présent, les forces comme les nôtres, qui étaient des forces de contre-pouvoir, leur objectif, c'était de mobiliser leurs électeurs potentiels. Ce n'était pas forcément d'aller chercher l'abstention, au-delà du fait que tout le monde dit toujours qu'il va aller chercher l'abstention. Je crois que maintenant, c'est notre responsabilité parce que nous pouvons accéder au pouvoir, nous devons accéder au pouvoir et donc nous devons remobiliser là-dessus. Et moi, je crois beaucoup à l'implication pour mobiliser à l'implication des mouvements type mouvement Sunrise, des mouvements MeToo, des mouvements des quartiers populaires, que j'étais mon premier déplacement mercredi après ma déclaration de candidature. C'était à Clichy-sous-Bois avec donc des différents acteurs associatifs des quartiers. Cet après-midi, je suis à la Goutte d'Or aussi, ici autour d'une fête des quartiers populaires. Je vais les rencontrer à Montpellier, à Toulouse, à Roubaix, partout. Et en fait, il faut leur donner de la place et une voix dans la campagne plutôt que de voir comment on s'adresse à eux pour qu'ils votent. Pour moi, ça marchera. C'est comme les mouvements féministes. Moi, je suis un homme, mais je me considère, j'endosse le rôle d'allié des mouvements féministes, comme les Gilets jaunes avec lesquels on a travaillé directement dès la première semaine de leur mouvement. Et en fait, je pense qu'il n'y a qu'en faisant cela qu'on arrive à mobiliser. Même si à Grenoble, de fait, on a réussi à mobiliser, que l'abstention a progressé 2 fois moins vite au municipal. Ça a progressé de 19 points en France, ça a progressé de 10 points à Grenoble. Donc, ça veut dire aussi, quelque part, ça peut bouger. Mais on a aussi des désillusions. Je le disais hier, dans le quartier Mistral, où on est extrêmement investi, on a fait revivre de tissus associatifs, on travaille avec les habitants, on fait des chantiers participatifs, on fait des porte-à-porte, pas que au moment des élections, mais pour chaque réunion publique. Et ben, aux élections départementales et régionales, c'est moins de 10% de votants. Donc, parfois, t'as beau, et pourtant, ça se passe au-delà du trafic de drogue qui est très présent, mais pour le reste, ça se passe bien. On a remis des projets culturels, des projets éducatifs, les habitants sont à nouveau investis, mais ça ne se traduit pas directement en vote, donc il faut aussi être humble par rapport à ça. Après, la partie présidentielle, je ne crois pas que l'abstention d'aujourd'hui dise quelque chose de l'abstention à la présidentielle. L'abstention, elle se marque maintenant clairement tout le monde en tête la présidentielle. Les législatives, la dernière fois, c'est 53% d'abstention, c'est extrêmement fort. Mais sinon, il faut pas. C'est pour ça que je ne considère pas du tout que le fait que le RN se soit planté à ces élections. Et bravo et merci à vous. Je sais que ça a été très dur de se retirer, mais je pense vraiment que si s'était passé quelque chose, on l'aurait regretté toute notre vie, toutes et tous. Donc, vous avez été d'une extrême dignité et je mesure la difficulté de la tâche et de la décision. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont là perdu des conseillers régionaux, perdu des conseillers départementaux et pris un râteau partout au régional que pour autant Le Pen est sorti du radar. C'est juste, ça montre la banalisation du RN, mais si jamais les gens vont voter, elle sera toujours extrêmement haut. Ah, je vous ai reperdu. Non, c'est bon. On t'a retrouvé. Vas-y, Romain. Oui, bonjour. Merci Eric pour ton intervention. Une question sur ta personnalité. Tout à l'heure en introduction, tu disais que tu t'étais préparé physiquement, mentalement, intellectuellement. Donc moi, j'aimerais savoir comment tu comptes travailler sur ta personnalité, par exemple. Est-ce que tu connais les points forts de ta personnalité auprès des Français? Et inversement, quels sont les points sur lesquels tu penses devoir travailler pour convaincre un maximum de citoyennes et citoyens? Voilà, donc ce n'est pas une question de fond, hein. Moi je partage le fond, c'est une question de leadership et de savoir comment tu comptes être au maximum pour cette présidentielle. Merci. Ouais, merci. C'est en avançant étape par étape. C'est-à-dire que moi, je pense que je me connais pas mal. Hein. J'ai travaillé sur moi depuis plus de 20 ans, depuis que j'ai commencé à ma vie professionnelle. Donc, je me suis fait accompagner plein de fois dans ma vie professionnelle. Je me fais accompagner là aussi par
des coachs extérieurs, à la fois dans des formats collectifs et des formats individuels depuis 2014. Donc, je pense que je me connais à peu près correctement. Et la question, pour moi, pour les Françaises et les Français, c'est pas tant qu'est-ce qu'ils pensent de moi aujourd'hui, c'est comment ils vont apprendre à me découvrir. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est un exercice de sincérité, d'authenticité. Et moi, je pense que j'espère gagner à être connu, voilà, en tout cas dans cette campagne. Le nombre de gens qui viennent lors de ma déclaration de candidature me dire ouais, génial, on va être avec toi, on s'engage. Ça va de mes copains de lycée que je n'ai pas vu depuis donc, plus de 30 ans, mes copains d'école d'ingénieur, mes anciens copains de boulot. Ce matin, le PDG d'SAP France qui m'écrit parce qu'il m'a croisé quand il était PDG d'HP. Donc, tu as des gens de tous horizons, des militants associatifs évidemment de la première heure. Et ça, pour moi, c'est aussi une force, c'est que je sais que les gens que j'ai croisés, ils ont appris à me connaître. Voilà. Et sur le pédigré, il y a un sondage, Harris Interactive, qui est sorti au printemps, qui disait que les Français étaient prêts à voter pour quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait l'expérience du privé, quelqu'un qui avait été élu local. Donc, je coche ces cases. D'ailleurs, sur l'article, je crois que c'était dans le Nouvel Obs, qu'il y avait un article où il y avait, je ne sais plus qui, Xavier Bertrand, moi et un troisième qui cochait les cases de ce sondage, donc qui se détachait des noms. Yannick est évidemment testé beaucoup plus haut que moi. Il a fait 2 campagnes nationales en 2017 et en 2019, donc c'est normal qu'il soit connu des Françaises et des Français. Mais en vérité, moi, je pense que c'est le candidat écolo qui est testé. En fait, hein. C'est ce qu'on a vu en Auvergne-Rhône-Alpes. Fabienne Grébert, 3% de notoriété, et pourtant elle est largement devant Najat Vallaud-Belkacem, qui était très haut en notoriété, mais ce n'est pas pour ça que ça suscite de l'adhésion. Donc je crois qu'aujourd'hui, on testerait le candidat écologiste sans mettre de nom, on arriverait au même résultat. Donc voilà, c'est aussi, je pense, une force, c'est que les gens vont apprendre à me découvrir. Et ce que j'ai à faire, moi, c'est plutôt briser la glace. Hein. Je suis plutôt dans un format public, plutôt pudique, alors que je suis plutôt bon vivant et je suis basco-béarnais, donc ma vie est plutôt faite de rire, de joie et de bons moments festifs et de partage. Et donc, c'est plutôt que je m'ouvre et que les gens apprennent à me connaître dans un temps court. C'est plutôt là-dessus que je travaille, c'est-à-dire comment je change pour que ça passe vis-à-vis des gens. Je pense que la solidité sur les valeurs, la trajectoire et la sincérité quand même transparaissent. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de mouvements qui me suivent alors qu'ils sont a priori très loin de la politique. Les mouvements du scoutisme, par exemple, parce que pour eux, la dimension valeur et stabilité est importante. Merci. Et la dernière question est pour Dan. Non, du coup, la mienne faisait un peu doublon avec celle de Romain. Donc, effectivement, c'était sur la notoriété qui serait un peu le déficit, le point sur lequel qui pourrait être un point faible dans le contexte d'une élection présidentielle qui est peut-être pas comparable au régional, qui malheureusement, sous la Ve République, est hyper personnalisée avec une prime à la notoriété énorme. Et donc, pour savoir si tu avais des stratégies pour éventuellement voir s'il y a des actions qui sont possibles pour te visibiliser, pour faire augmenter cette notoriété sans cliver, sans forcément repousser les électorats déjà acquis. Mais du coup, ça fait un peu doublon avec ce que dit Romain. Non, ça ne fait pas de doublon. Pardon. Parce que ça fait pas de Benjamin et Eric, pardon, Ouais. je m'intercale avec une question parce que je vois que Nicolas, qui est à la Réunion et qui a aux 2 dernières auditions posé la question des Outre-mer, n'est pas là. Et donc, je la pose à sa place. Voilà, place des Outre-mer et vision pour les Outre-mer. Comme ça, voilà, et tu pourras après conclure. Pardon, hein, Benjamin, mais… Et moi, j'aurais une petite question avant la conclusion. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais prendre. Peut-être je vais continuer là, avec celle de Dan parce qu'elle suit la précédente. Après, je ferai Outre-mer et puis après, la question conclusive. Du coup, je ne crois pas que ce soit un problème de déficit de notoriété. Après, chacun choisit sa stratégie. Mais quand je me suis lancé sur la scène nationale en juin dernier, publiquement, c'était dans une interview pour Le Monde,
quand j'ai construit ma stratégie, j'ai fait le choix de me dire que je ne cherchais pas à gagner en notoriété grand public d'ici l'élection à la primaire. Parce que je crois que ce qui fera choc, en fait, c'est d'être choisi par la primaire et que ce dont je me suis assuré, c'est que cette élection à la primaire, on essayait de maximiser son impact. Et pour moi, l'impact maximum, c'était de caler le deuxième tour de la primaire sur les élections allemandes. Tout à l'heure, en introduction, Jean-Luc disait qu'on aurait la désignation du candidat fin septembre, début octobre. Non, ce n'est pas fin septembre, début octobre, c'est le 26 septembre. Le 26 septembre, c'est le jour des élections allemandes. Les Allemands, la dernière fois, les Grünen, ils ont fait moins de 8%. Là, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Mais d'ailleurs, la trajectoire de notoriété est intéressante. C'est que si vous prenez la presse allemande, je ne sais pas si vous lisez l'allemand, mais à l'automne dernier, le message, c'était les écolos, ils sont aux fraises, il y aura un potentiel, mais ils n'ont pas le personnel politique, personne de connu, blablabla. 5 mois plus tard, Annalena était la personnalité politique préférée des Allemands. 5 mois plus tard. Donc maintenant, elle est en première ligne, elle est montée jusqu'à 28, elle est tombée à 18, elle remonte à 21 parce qu'elle prend des coups, parce qu'ils vont chercher dans son passé, parce que machin, c'est la vie normale de ceux qui sont exposés en première ligne. Mais en tout cas, je crois que la question de rapidité d'acquisition de notoriété est extrêmement forte. On a dans notre week-end, là, on a Arun Chandari, qui était conseiller d'Obama en 2008 et après qui a travaillé à la Maison-Blanche et qui était conseiller de Sanders en 2016. Dans les deux cas, à la fois Obama qui a pris son envol dans la primaire, il a démarré en étant inconnu, et Sanders qui était inconnu et qui est devenu connu dans le monde entier en l'espace de quelques mois en 2016. Donc en pratique, je ne crois pas, en tout cas moi, ma stratégie était de dire que, c'est pas mon caractère de clasher, donc j'ai décidé de me dire que ce qui était important dans l'année qui vient de s'écouler, c'était que le milieu, on va dire, apprenne à me connaître. Donc, c'est les militants, parce que je n'avais jamais été investi à l'échelle nationale, jamais fait de conseil fédéral, pas du tout. Moi, je suis arrivé, les Verts étaient déjà finis et je ne me suis jamais investi dans le parti Europe Écologie. J'avais fait le choix de m'investir à plein dans mon mandat parce que je pense que l'exercice du pouvoir et la réélection étaient un signal majeur. On se serait planté à Grenoble, ça aurait envoyé un signal détestable. C'est-à-dire, on a essayé, mais il ne faut pas le faire. Donc, nous avions une responsabilité qui dépassait largement Grenoble et je me suis attaché à plein là-dessus. Donc, clairement, j'ai fait le choix de rencontrer, par contre, toute la presse parisienne, toute la PQR, et petit à petit, les gens apprennent à me connaître. Avant-hier, j'étais aux rencontres d'Aix, les rencontres économiques d'Aix, là où j'ai rencontré Jean Pisani-Ferry, que j'avais déjà rencontré, Patrick Artus, Philippe Aguillon, etc., Enrico Letta. Voilà. Donc, je crois que petit à petit, ce tam-tam-là, il fait son effet. Et auprès des militants, le choix que les militants ont à faire, c'est, il y a évidemment la candidature de Sandrine qui est très proche de la mienne en termes politiques. Nous étions proches, en tout cas, même si là, on se regarde un peu plus de loin, mais avant qu'elle quitte Europe Écologie, nous étions proches politiquement, et donc je pense que ça n'a pas changé sur le fond. Donc elle a une candidature totalement légitime et de qualité, avec peut-être le pédigré qui est un pédigré différent du mien parce que j'ai gagné, regagné, et de celui de Yannick parce qu'il a fait des campagnes nationales. Donc le choix va être de se dire, est-ce qu'on choisit quelqu'un de connu parce qu'il va sécuriser un score, même si au fond on pense que ce n'est pas le bon ni pour faire l'union ni pour gagner, ou bien est-ce qu'on choisit quelqu'un qui est moins connu aujourd'hui sur le devant de la scène, mais par contre dont on se dit qu'il a le potentiel pour aller gagner, pour aller faire cette union. Voilà. C'est ça, grosso modo, le choix. Et vous entendrez évidemment que ma réponse, ça penche plutôt vers l'option 2. Donc, j'ai besoin de vous. Moi, je considère que j'ai vraiment besoin de vous. À la fois, vous êtes une formation politique avec laquelle j'ai une totale congruence sur le fond, et aussi une expérience de militantisme qui est nécessaire dans la campagne. Donc, c'est ça qui me travaille aujourd'hui. Voilà. Et la notoriété viendra après. Et je ne sais pas si vous avez entendu le journal des journaux de France Inter ce matin, mais quelque part, j'ai l'impression que ça fonctionne. Voilà, le journal de France Inter, c'était ah bah tiens, finalement, il a l'air sympa, il sait rigoler, il peut être habile, il peut parler de fond. Voilà. Je suis aussi polyvalent et je pense que dans la période, ça sert. Donc, il peut y avoir que des bonnes nouvelles. Je rebondis, sur la question Outre-mer. Question Outre-mer, avec des enjeux pour moi très forts,
notamment autour de l'eau. Nous, les sujets qu'on a travaillé beaucoup là, c'est autour de l'eau et de la chlordécone aussi, évidemment, qui est un problème de pollution vraiment majeur, qui est de l'ampleur du scandale de l'amiante en Guadeloupe. Mais la question de l'eau va être une question centrale, d'accès à l'eau potable. Et là, je pense qu'on a un gros plan à faire. Après, il y a évidemment tout un... Ça rejoint pour moi aussi les mouvements comme Black Lives Matter. C'est aussi, ça fait partie de notre héritage colonial. Et en termes de message sur la République, sur c'est quoi la France, c'est extrêmement important. Et on a extrêmement un travail extraordinaire et enthousiasmant à faire pour mettre en avant cette histoire-là et pouvoir mettre en avant moi je parle depuis, ça a été popularisé de façon publiquement, on va dire politiquement, de façon plus forte que moi, mais depuis 2014, je parle de créolisation, et en reprenant les termes de Glissant, je crois fondamentalement à ça, qu'on soit en métropole ou qu'on soit dans les départements et régions d'outre-mer. Il y a vraiment là une valeur ajoutée forte pour nous à tisser et à mailler cette histoire pour lutter aussi contre l'extrême droite. C'est extrêmement important. Et puis, il y a des points plus spécifiques. Je disais l'eau potable. Il y a un point spécifique, je trouve, autour de Mayotte, qui est vraiment le département un peu abandonné. Et puis après, des éléments plus standards autour de la Guyane, notamment. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Non, moi, j'ai une petite question qui peut peut-être te permettre de conclure nos échanges, et donc je te remercie pour le soin que tu as mis à répondre à chaque question avec précision. C'est très agréable. Non, moi, j'avais une question peut-être un peu générale. On va avoir une campagne présidentielle qui, d'après moi, va être très dure, très brutale. On le voit depuis des mois. L'extrême droite, la droite radicale arrivent à imposer leur agenda médiatique et politique, qui est un agenda complètement déconnecté de ce que sont les grands enjeux de la période en plus, puisque la question climatique en est absente, puisque la question sociale, avec l'explosion de la pauvreté, des inégalités, en est absente, et qu'on essaye de nous enfermer dans un débat identitaire, sécuritaire, où à force de compromission, une partie de la gauche, d'ailleurs, a donné le point depuis des années à cette droite-là, a permis de valider ses thèses, ses termes et ses thèmes. On l'a vu au moment de la déchéance de nationalité. Voilà, on a des esprits politiques dans ce pays qui ont été préparés depuis des années à finalement un moment de grande brutalité comme celui-là. On a, du fait de la division, une incapacité à produire ensemble un message dans la bataille culturelle. Et donc moi, ma question, elle est assez simple finalement, c'est quel chemin tu nous proposes, quelle stratégie, quelle orientation politique, même si tu en as beaucoup parlé ce matin, tu nous proposes pour que l'écologie politique, au sens tel que nous la concevons, c'est-à-dire intrinsèquement sociale et démocratique, comment l'écologie politique impose ses thèmes et ses termes dans le débat de l'élection présidentielle. Et moi, je suis convaincu que si on réussit ça, la victoire est possible. Que si on ne réussit pas à imposer nos thèmes et qu'on est sur la défensive et qu'on est dans la réaction à ce que sont les offensives médiatiques et culturelles de nos adversaires, alors on sera balayé, puisqu'ils auront choisi le terrain de jeu. Et toi qui es un footballeur, un bon footballeur, me dit-on, même s'il t'arrive d'avoir quelques échecs au football, m'a-t-on dit également, tu sais bien que la définition du terrain de jeu peut déterminer aussi le résultat du match. Voilà, donc quel chemin tu nous proposes pour réussir à imposer la question climatique, la question sociale dans cette élection présidentielle dans laquelle elles doivent être centrales? Ouais, ça rejoint pour moi mon propos initial et le titre de mon livre, de l'espoir, et le slogan qu'avait choisi Benoît en 2017, faire battre le cœur de la France. On ne peut pas être défensif. Moi, je ne suis jamais défensif. Les gens qui m'attaquent, en 2014, le candidat socialiste m'appelait la poêle Tefal, mais ça ne marque pas. Et parce que je crois que quand on commence à se défendre, on est déjà mort. On joue sur le terrain de l'adversaire et donc on ne peut pas gagner.
Donc, on ne peut pas être défensif. C'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement solide, notamment sur toutes les dimensions sociétales. Les dimensions sociales et écologiques, il ne faut pas se faire de bile, ça va être open bar. Vous avez entendu le projet de Xavier Bertrand à 20h02 dimanche soir. Tout le monde va promettre tout et n'importe quoi en matière sociale. C'est nos limites. La République En Marche va faire nos limites. La droite va faire nos limites. Donc, ça va être un truc nos limites totalement brouillé. Donc, il y a un moment où nous, il faut qu'on tienne vraiment fort et que à chaque fois qu'on donne un point, on fait une concession. La manif sous l'Assemblée nationale, pour moi, on donne un point. Évidemment qu'il faut discuter avec tout le monde, mais moi, le secrétaire général d'Alliance, Fabien Van Emmelrich, il est venu, je l'ai rencontré, mais il est venu à Grenoble. On a discuté dans une salle à la mairie, en vase clos. Voilà. Il n'y a pas eu de caméra, machin. Ça me permet de discuter parce que, évidemment, c'est le patron des flics et que, comme je veux être président, évidemment, je ne peux pas ne pas discuter avec le patron des flics, mais par contre, il y a les conditions. Tu ne fais pas avec l'extrême droite sous un agenda corporatiste, sous les fenêtres de l'Assemblée nationale. Ça ne colle pas. Et à chaque fois que tu donnes un point, avec Olivier Faure qui était encore plus loin, en fait, tu perds. C'est difficile de revenir derrière. Donc, il faut tenir solidement sur cette dimension-là, parce que sinon, effectivement, nous serons balayés. Et ça rejoint le point que je disais tout à l'heure, c'est que là aussi, sur ces points-là, nous ne ferons rien si nous restons juste entre partis politiques et si nous n'allons pas tisser avec des mouvements sociaux et avec les syndicats. Quand il y a eu en avril, au moment des grandes réunions sur l'Union de la gauche, moi, la soirée que j'ai organisée, c'était une soirée qui rassemblait Marie-Alette Grard, présidente d'ATD, Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, Cécile Duflot, présidente directrice générale d'Attac, Philippe Martinez de la CGT, Laurent Berger de la CFDT, etc. Aurélie Trouvé pour Attac. Donc, la soirée que j'avais choisi de faire, c'était syndicats et société civile et mouvements sociaux. Et c'est fondamental. Voilà, il faut travailler et à un moment, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on refuse de taper sur notre voisin le plus proche parce qu'il a fait de ça ou ça. Là, on peut s'expliquer entre quatre yeux, mais en public, il ne faut pas se taper dessus. Donc, et je suis convaincu que l'agenda, même dans cet agenda où la sécurité monte en numéro 1, d'abord, c'est la sécurité, mais en fait, je le vois bien dans tous mes déplacements, hein, l'insécurité, elle est globale. Ce n'est pas une insécurité physique, c'est une insécurité existentielle, sociale, climatique. Et donc, la réponse à l'insécurité, en résumant à l'insécurité physique, ça, c'est leur réponse. Mais en pratique, nous pouvons aussi attraper cette insécurité pour en tisser quelque chose qui soit social et climatique. Voilà, ça, c'est fondamental. Je crois vraiment qu'il y a un espace pour ça. Et même, parce que même dans cette situation-là, vous voyez que l'environnement, il reste très haut dans les préoccupations des Français. Et puis, ça va continuer parce que malheureusement, le climat est déjà réchauffé. Et donc, les conséquences sur l'accès à l'eau dans un certain nombre de pays, là, on l'a vu au Canada, sur les inondations et les sécheresses qu'on va vivre en France cet été, c'est toujours là. Et que les fournaises de canicule que les gens vont vivre dans les logements, et notamment ceux qui ne partent pas en vacances, ils vont l'avoir là. Donc, nous, c'est ce vécu-là qui nous intéresse. Donc voilà, moi je suis jamais défensif et c'est ça qui permet de gagner, être sûr de sa force. Alors parfois je sais que du coup les gens ils se disent, surtout ceux qui ne me connaissent pas, ils me voient la première fois mais en me disant mais d'où ça sort et pourquoi il est confiant comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est parce que je pense que c'est le chemin pour avancer. C'est aujourd'hui un chemin où on a un cap solide et on est convaincu qu'on peut cristalliser une majorité culturelle. Un grand merci. Merci beaucoup, Eric, pour toutes tes réponses. Et merci à vous toutes et tous, les amis, pour vos questions, la richesse de vos questions, leur diversité. Je crois qu'on a balayé beaucoup de points. Eric, si tu vois quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Sinon, de toute façon, je ne doute pas que nous aurons l'occasion de rééchanger les uns et les autres, notamment à l'occasion des journées d'été. J'invite chacune et chacun à ne pas oublier de s'inscrire aux journées d'été. Non, la seule chose que je peux rajouter, c'est que je pense qu'on le fera plus autour de bière, c'est que bien que j'ai l'air comme ça un peu dur et carnassier, en pratique, voilà, je
peux aussi faire plein de trucs très sympas. Et donc, on aura l'occasion de boire des bières, on aura l'occasion peut-être de chanter, on aura l'occasion de faire plein de trucs sympas. Voilà, il y a un temps pour tout. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil, de ces échanges sur le fond. C'est important, et de considérer que le fond et la stratégie sont liés, ça aussi c'est important, parce que nous avons vraiment, je le redis, un espace pour gagner, et donc il ne faut pas déconnecter les deux, sinon on va faire des mauvais choix. Et puis vous dire aussi que vous comptez à mes yeux, évidemment, Benoît Hamon, parce qu'il a créé et comment il a réussi à bousculer le Parti socialiste et après faire évoluer la gauche, et que vous comptez aussi à mes yeux partout, tous ceux que je rencontre sur le terrain. Donc voilà, j'ai besoin de vous et je sollicite votre soutien. Merci, Merci, on a noté Eric. l'opération Pierre karaoké au JDE. Voilà. Avec un spritz pour toi si tu veux. Voilà. Oui, avec plaisir. C'est ça. L'an dernier, on avait fait Polyvalent. ping-pong. Et polyvalent. Cette année, on fera karaoké. Moi, je suis meilleure au chant qu'au ping-pong. Donc, voilà. Allez. On est complémentaires. Bon dimanche. Bon dimanche et Merci merci beaucoup. beaucoup, Eric. Merci à Salut. vous tous et toutes. Salut.